Maître Emmanuel Guidet nous a rejoint. Bonsoir maître. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes avocat fiscaliste et vous êtes ancien vérificateur fiscal. C'est-à-dire que vous avez été un peu dans les deux camps. Vous avez été du côté des... Je suis un peu Dark Vador, devenu chevalier Jedi, on va dire, puisque maintenant je défends les contribuables, parfois injustement pourchassés par l'administration fiscale. D'accord. Est-ce qu'il y a une méthode pour pouvoir frauder ? J'ai l'impression que, je ne suis pas du tout dans la même cour que monsieur, puisque moi je suis plutôt du côté de la France d'en bas, puisque je n'ai pas Cahuzac et compagnie. Mais je pense qu'il faut quand même distinguer la vraie fraude, c'est-à-dire lorsqu'effectivement, comme vous l'évoquiez, il y a de l'argent qui s'échappe de France et qu'on ne voit jamais. Ouais, voilà. Ouais. Et puis effectivement, il y a... La petite fraude à notre niveau. Pas, alors, en plus, dans la notion de fraude, il y a un élément tout à fait intéressant que l'on oublie souvent, c'est le caractère intentionnel. Et pour qu'il y ait fraude fiscale, il faut deux éléments. Un élément matériel, effectivement, et puis un élément intentionnel, c'est-à-dire qu'il faut que le contribuable ait voulu frauder. Alors, effectivement, si on fait passer un repas d'affaires avec son épouse, on va dire qu'il y a l'élément intentionnel. Mais ce n'est pas dramatique, au point de vue budget de l'État. D'accord. En revanche, c'est vrai que la législation est si complexe que beaucoup de contribuables se trompent vraiment de bonne foi. Le contribuable qui ne déclare pas ce qu'il a reçu, c'est plus de la bêtise que de la fraude fiscale, puisque de toute façon, l'administration a des recoupements. Ouais. Donc, on parle souvent des cas des nounous, ou des femmes de ménage, ou des employés, ou quand on loue son appartement, par exemple avec Airbnb. Est-ce que les gens déclarent ou est-ce qu'ils savent qu'il faut déclarer, qu'il ne faut pas déclarer? Enfin, c'est compliqué tout ça. Je veux dire, j'en sais pas grand-chose. Je pense en plus qu'il y a un petit vide juridique. Normalement, il devrait déclarer en tout état de cause. Mais tous les problèmes de recoupement, c'est-à-dire toutes les sommes qui sont connues par l'administration fiscale, je veux dire, le contribuable n'a aucun intérêt à les minorer, puisqu'effectivement, il risque d'encourir les peines qui ont été énoncées dans votre reportage. De combien je peux me tromper dans ma déclaration? Il n'y a pas de règle. Si, il y a une règle qui dit qu'on a un seuil de tolérance de 5%, mais il ne faut pas jouer avec ça, c'est pas ces petits bras. Ce qui est important, c'est effectivement... l'alcotest. C'est comme l'alcotest, oui. Mais 5%, alors effectivement, c'est même quelque part injuste, parce que quelqu'un qui gagne 1 million d'euros, 5%, ça fait beaucoup. Quelqu'un qui gagne 10 000 euros, 5%, c'est rien du tout. Philippe Ridé, vous avez bien tout déclaré, parce que je vois que vous posez des questions, vous êtes inquiet? Non, non, parce que ça m'intéresse, cette espèce de fraude d'en haut et de fraude d'en bas. Je trouve que c'est... c'est vrai qu'on parle toujours des grands fraudeurs, mais c'est vrai que cette petite fraude, elle est aussi intéressante. Mais c'est pas intéressant, c'est vraiment pas intéressant, la petite fraude, ni pour le budget de l'État. Mais en revanche, ce qui est intéressant, à mon sens, c'est que c'est vraiment parfois importuner le contribuable pour des choses qui n'en valent pas la peine. Qui n'en valent pas la peine. Vous l'avez fait quand vous étiez vérificateur? De quoi? Non, franchement, non. Non, déjà, je vérifiais les entreprises, donc non, c'est plus drôle. Il y a plus d'argent. C'est plus drôle parce c'est plus drôle parce qu'il y a plus d'erreurs. Non, parce qu'on n'a pas un rapport aussi personnel avec le contribuable. On a toujours le filtre de la personne morale qui fait que... Alors, la grosse différence, c'est que même pour le petit, même s'il fraude 500 euros, les 500 euros, ils sortent de sa poche. Alors que du côté de l'administration fiscale, c'est des chiffres. Et c'est souvent grave. C'est que l'administration fiscale, parfois, redresse des montants considérables sans se rendre compte. Enfin, je prends l'exemple, c'est pas extraordinaire. Un brasseur fraudait une partie de son chiffre d'affaires. Parfois, l'administration n'hésite pas à lui réclamer 1 million d'euros, enfin des sommes. Vous vous rendez compte le nombre de cafés qu'il faut vendre pour avoir un million d'euros de recettes. Donc c'est souvent disproportionné. C'est souvent disproportionné. Pour finir, Gérard, est-ce qu'on sait le montant de combien ça coûte à l'État, les gens qui s'en vont et qui cachent leur argent? Entre 60 et 80 milliards. C'est une fourchette, 60-80 milliards d'euros par an. Et pour l'Europe, c'est environ 1000 milliards. On voit, 1000 milliards. C'est pas un détail. Ah non, c'est pas un détail, c'est même des sommes colossales. Et c'est pour ça que le gouvernement avait entamé un programme de lutte contre la fraude fiscale. Est-ce qu'il l'a gagné d'ailleurs, ce pari? Ils ont engrangé rien que cette année 2,7 milliards d'euros. C'est utile au budget de l'État. Bon. Merci beaucoup, Maître Emmanuel Guidet. Merci de nous avoir éclairé sur cette question.